Le face-à-face, Dominique de Villepin, vous avez maintenant en face de vous Monsieur Pierre-Yves Madinier, qui est le président d'ATD Quart Monde. C'est une association qui s'occupe de la grande pauvreté et de la réinsertion des plus démunis. Monsieur Madinier, c'est à vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Dans votre projet, il y a quelque chose qui nous allait droit au cœur, c'est l'accent mis sur la dignité. En effet, les personnes les plus pauvres de ce pays souffrent, leur grande souffrance, c'est le déni de leur dignité, c'est la stigmatisation. Et donc pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais il y a tout un débat, et vous avez aussi parlé d'assistance. Ces personnes, dans leur déni de dignité, se trouvent aux prises avec une assistance qui, en permanence, fait qu'ils sont contrôlés, qu'ils sont surveillés. Et en fait, ce qu'ils demandent, c'est la possibilité de contribuer à la vie de la société, et ceci dit, quelle que soit leur nationalité. Donc, vous avez un petit peu télescopé la notion de dignité avec la notion de citoyenneté, en rajoutant aussi un revenu qui peut sembler important, sans offrir la garantie à ceux qui bénéficieront de ce revenu qu'ils auront la possibilité, qu'ils seront accompagnés pour construire leur vie, pour construire leur famille, pour accéder à l'emploi. Et donc, c'est un petit peu la chose qui me pose problème aujourd'hui, monsieur de Villepin. Alors, il y a deux choses différentes. Il y a la liberté et la sécurité qu'apporteront les nouveaux dispositifs, et en particulier le revenu citoyen. Le citoyen permet justement à chaque citoyen français de bénéficier d'une dignité retrouvée là où l'accumulation, la complexité des aides sociales entretiennent trop souvent, malheureusement, nos compatriotes dans une situation d'assistance. Vous évoquez la situation des personnes étrangères. La citoyenneté, c'est des droits et c'est des devoirs. Vouloir ouvrir aujourd'hui un revenu citoyen à l'ensemble de ceux qui sont sur notre territoire, je crois que ce serait donner un très très mauvais signal. Ça ne veut pas dire que nous rejetons ceux qui sont étrangers dans notre pays. Ils continueront à bénéficier des allocations sociales dont ils bénéficient aujourd'hui. Mais le revenu citoyen, c'est un revenu dynamique. Revenu dynamique qui va permettre à un Français de retrouver un travail, de retrouver une activité, d'engager un projet, et il sera accompagné pour cela. C'est une contrepartie importante. Contrepartie également du vote qui l'inscrit dans la cité. Contrepartie de participation au service citoyen pour ceux qui n'ont pas de projet personnel, n'ont pas d'activité. Donc, il y a bien un ensemble de contraintes qui n'ont pas vocation à limiter la liberté de chacun, mais au contraire, accompagner, inciter, encourager, favoriser. Non. À côté de cela, bien sûr, le jeu de l'accompagnement social doit se faire. L'État n'a pas vocation à se substituer à l'ensemble des associations qui travaillent dans ce domaine. Écoutez, aujourd'hui, j'entends ce que vous dites, mais ce qu'aujourd'hui on constate trop, c'est qu'on est passé du soutien des projets au contrôle. Et donc, effectivement, le fait de réduire la complexité des dispositifs peut diminuer ce phénomène. Mais ce qui paraît vraiment primordial dans ce pays, c'est deux choses. La première, c'est que nous puissions et que nous sachions vivre ensemble, qu'on ne vive pas sur plusieurs planètes séparées, mais qu'au contraire qu'on vive ensemble dans les quartiers, dans les villes, dans les villages. Et la deuxième chose, c'est que les personnes sachent que on ne laissera tomber personne. Alors c'est bien de donner des libertés, mais il y a des gens qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin d'être soutenus dans leur parentalité, par exemple. Il y a un énorme sujet qui est celui de l'école, qui est tout de même au fondement de la chance de chacun de construire et de participer à la société. Et des gens qui ne sont pas des citoyens, mais qui sont dans la cité, qui ont un comportement civique, apporte beaucoup. Donc je crains qu'en créant deux catégories, finalement, on n'améliore pas le vivre ensemble. Mais il n'y a pas deux catégories, il y a une nation française que nous voulons aujourd'hui réconcilier. La vraie division, elle est aujourd'hui beaucoup plus à l'intérieur des Français qu'entre les Français et les étrangers. Aujourd'hui, ce qui nous sépare et ce qui nous divise, c'est la difficulté à faire vivre la communauté nationale. C'est déjà un formidable pari sur le plan politique que de vouloir réconcilier les Français entre eux, alors
qu'on le voit, de débats en mesure, on les voit se diviser sur la conception même de la vie commune. Donc, à travers la citoyenneté, permettre à chacun de retrouver sa dignité, l'accompagner, vous avez raison, c'est toute l'idée. Quand je souhaite mettre en place de nouveaux services publics du logement, services publics bancaires, pour que chacun puisse disposer d'un compte bancaire et que les PME puissent être mieux financées, quand je propose un service public des parcours professionnels pour accompagner à chaque stade de la vie professionnelle chacun de nos compatriotes, on prend en compte cette nécessité, cette cohérence. Et les Français se retrouveront beaucoup plus solidaires, beaucoup plus ouverts sur le monde, beaucoup moins frileux et beaucoup moins peureux vis-à-vis des autres, les étrangers, dès lors qu'ils auront cette garantie de dignité, cette garantie de pouvoir vivre dignement. Alors je crois que notre pays changera dans son comportement et que nous sortirons de ces combats fratricides qui trop souvent divisent notre pays. Est-ce que les propositions sont suffisamment concrètes pour répondre à votre attente? Alors, il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Je pense que l'idée du service citoyen est une bonne idée. Moi, je voudrais proposer un service civique ouvert aussi à des étrangers qui souhaitent participer de cette manière à la vie nationale. Il y a des domaines dans lesquels je trouve que vous êtes peut-être plus court, notamment celui de l'école. Alors, aujourd'hui, nous travaillons beaucoup dans le mouvement ATD Quart Monde sur l'école, et la France, de manière générale, se trouve confrontée à un grave problème. Ce problème, vous l'avez bien vu. Il manque une dimension très importante, c'est la place des parents dans l'école. Il y a aujourd'hui, vous l'avez mis dans votre projet, 150 000 personnes qui sortent du système scolaire sans le moindre diplôme. Ce n'est pas en augmentant à 18 ans la scolarité obligatoire qu'on va régler ça, parce que les décrocheurs, malheureusement, arrivent beaucoup plus tôt. On a constaté que souvent, ces jeunes en difficulté avaient des parents qui eux-mêmes avaient été en difficulté avec l'école, qui eux-mêmes, quelquefois, n'avaient pas pu apprendre les savoirs fondamentaux. Et donc, il est important de s'attaquer à cette réalité, à permettre aux parents de rentrer à l'école, à permettre aux quartiers de rentrer à l'école, à donner aux enseignants une formation à ce sujet, parce qu'aujourd'hui, les enseignants sont un petit peu les sacrifiés et ils vivent quelquefois des situations très difficiles, sur lesquelles d'ailleurs vous avez des propositions, mais véritablement permettre que l'école soit le bien de tous et donc que ça commence pour nous par les parents et par les quartiers. Je suis très sensible à ce que vous dites et vous avez parfaitement raison. Et je crois que la première vocation d'associations généreuses, fraternelles comme la vôtre, c'est d'aiguillonner la classe politique. C'est pas de se contenter de ce qui existe et de pousser à essayer de faire davantage. Sur l'école, c'est vrai que malheureusement les inégalités se reproduisent de parents à enfants. Et les parents d'élèves ont un rôle essentiel à jouer. Et quand je plaide pour une école qui soit aussi une école hors les murs, faire en sorte que, par exemple, dans chaque cité, dans chaque immeuble, il y ait des locaux ouverts à l'accompagnement scolaire où les parents auront un rôle essentiel. Et dans le cadre du service citoyen, je l'ai rappelé tout à l'heure et vous l'avez rappelé également, ce service citoyen sera ouvert à tous au-delà de 25 ans. Et il y aura donc la possibilité pour des parents d'élèves, dans le domaine du soutien scolaire, de jouer un rôle essentiel. Donc là, vous avez raison, ce que nous avons proposé, ce sont les premières orientations d'un projet qui a vocation à être détaillé, complété, et le rôle des parents est effectivement, dans le cadre de l'école, tout à fait essentiel. Je rajouterais juste un point, c'est qu'il y a les parents qui sont en position de faire du soutien parce qu'ils ont des savoirs, et il y a aussi les parents qui ne sont pas dans cette position, mais qui sont extraordinairement soucieux que leurs enfants réussissent à l'école. Et je pense que pour aller au bout, il faut qu'on casse un petit peu notre modèle très curieux, très particulier à la France, où on a l'impression, pardonnez-moi, que tous les élèves sont en concurrence pour devenir président de la République. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, dans les entreprises et partout, ce qui est apprécié, c'est des gens qui sont capables de travailler avec les autres et d'aider les autres. Et donc, il y a une vraie révolution pédagogique qui passe aussi par les citoyens qui doivent l'accepter, de faire que l'école, on acquiert des savoirs et on acquiert aussi des savoir-faire pour être capable de vivre ensemble et pour être capable d'aider les autres. Ça, c'est un élément très très important. Effectivement, le voisin de classe n'est pas un rival et la capacité à travailler ensemble, à développer un esprit d'équipe devrait faire beaucoup plus partie de nos méthodes pédagogiques. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est que cet esprit de compétition qui existe à l'école, qui existe à l'université, tout à coup, il s'arrête au seuil de la vie professionnelle.
professionnel, puisque là, il s'agit de ressembler à celui qui vous dirige, et là, on tombe dans un esprit de cour qui gravit l'ensemble des échelons de la société jusqu'à l'Élysée. Donc, il y a une perversion de notre système social qui est en même temps très compétitif et en même temps extraordinairement apprivoisé, j'allais presque dire perdant souvent le sens des responsabilités parce que rendant les armes devant le plus puissant. Donc je crois qu'il est effectivement très important de changer cet esprit-là, de savoir s'enrichir de la diversité, de la différence, de la culture des autres. De ce point de vue, l'école, comme lieu de brassage, comme le service citoyen, doivent retrouver cette vocation où tout n'a pas vocation à être conforme. Le conforme conduit souvent au conformisme et il y a une forme de stérilité de la pensée. Alors il y a, pour avoir la dignité, il y a évidemment une source de revenus, il y a un emploi, il y a aussi le logement. Alors il y a des propositions que vous faites sur le logement, est-ce qu'elles sont suffisantes, Pierre-Yves Madinier? Alors sur le logement, je trouve, pardonnez-moi, les propositions encore un petit peu vagues. Ah, aidez-nous. Il y a eu quelque chose de très important qui a été fait, une véritable révolution qui, autour du droit opposable au logement... Que j'ai mis en place. Voilà, que vous avez mis en place tout à fait, et qui conduit à ce que des personnes en difficulté qui attendaient pendant quelquefois 10 ans un logement, et qui trouvaient des situations abracadabrantes, ont trouvé, vous voyez que j'ai de la culture, ont trouvé des solutions. Mais maintenant, ça ne suffit pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de logements. Et on se trouve devant un paradoxe qui est absolument énorme, c'est que gérer la misère, ça coûte très cher. Et je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui n'ont pas de logement, des familles, et qu'on loge à l'hôtel. Et ça coûte 2800 € par mois, par exemple. C'est un exemple réel. Eh bien, pour 2800 € par mois, on se loge dans un HLM. Et aujourd'hui, il y a un objectif qui n'est même pas atteint de 20% de logements HLM, mais on ne regarde pas si on construit des logements pour les plus pauvres, des PLAI. Et il y a des choses encore plus étonnantes, c'est que l'État, quand il détruit des logements, ne sait pas ce qu'il détruit, s'il détruit des logements moyenne gamme ou des logements bas de gamme. Et donc, on ne sait même pas gérer cette réalité du logement. Vous avez 100 fois raison, c'est ce qui m'a beaucoup frappé en visitant par exemple l'Association des enfants du Canal à Paris ou Habitat et Humanisme à Lyon, c'est de constater à quel point, quand on donnait la chance à ceux qui sont dans la rue, de pouvoir bénéficier de cette liberté qu'est une chambre. Très vite, on arrive à enclencher des changements, des phénomènes positifs et une réinsertion possible. De ce point de vue, dans le projet, nous essayons de mettre l'accent sur un service public du logement qui va encourager une offre privée de logements qui soient susceptibles de constituer des logements sociaux. Donc là, il s'agit de changer les mentalités, pas uniquement du logement social classique comme celui qu'on connaît, mais grâce à des garanties et des contreparties données aux bailleurs privés, la possibilité de mettre sur le marché du logement social un certain nombre d'appartements, un certain nombre de moyens supplémentaires qui permettraient de répondre à cela. Alors, il y a une chose qui me frappe là quand je vous entends tous les deux, c'est que vous soulignez quand même que ça coûte cher. Tout ça. Hein, le revenu citoyen, 30 milliards, aviez-vous dit tout à l'heure. Les logements, ça coûte cher. Ça pourrait coûter moins cher si on en faisait plutôt que de loger les gens à l'hôtel. Mais est-ce que, quand vous lisez ce projet, vous vous dites, bon, bah, c'est quelque chose qui est cohérent, qui peut être mis en place compte tenu des moyens de l'économie française? Ou bien vous vous dites, bon, voilà, c'est encore un futur candidat à la présidence de la République qui nous fait de jolies promesses? Je ne suis pas un spécialiste des finances publiques, mais j'aimerais être petite souris le jour où M. Villepin, vous serez président de la République et vous discuterez avec votre ministre des Finances. Il est évident qu'il y a des arbitrages et il y a des choix à faire. Je crois que ce qui est important, c'est de voir la direction dans laquelle on va. Et je voudrais, si vous en êtes d'accord, vous parler du monde. Vous avez parlé de manière extrêmement brillante et vous êtes un grand spécialiste des affaires internationales. Il me semble que la France s'honorerait à dire que dans ce pays, on laissera personne à l'écart et qu'en faisant cela, on aura sans doute la meilleure communication vis-à-vis de pays du tiers-monde qui se sont libérés, se libèrent ou se libéreront de pouvoirs plus ou moins corrompus et qui oublient les intérêts de leur peuple. Alors vous avez également parlé de vos relations avec le président de la République qui se sont réchauffées. Vous l'avez rencontré 2 fois. Peut-être que pour une 3e rencontre, vous pourriez lui suggérer qu'au sein du G20, la France donne ce message au monde. La grande pauvreté, c'est pas seulement dans les pays loin,
dans les pays les moins avancés, c'est aussi chez nous. Et chez nous, on s'engage à détruire la grande pauvreté et on vous aidera aussi à détruire la grande pauvreté. Mais ça, on le dit chez vous. souvent en politique, qu'on va... voilà, j'ai entendu un candidat qui disait en France, il n'y aura plus de SDF, par exemple. Puis il y en a toujours. Ce candidat-là, on ne manque pas de lui rappeler ce qu'il a dit. Oui, bien sûr, mais enfin... C'est vrai, et ça pose toute la question de notre politique de l'immigration. Et c'est pour cela que je crois qu'il faut qu'on se dote là aussi d'outils qui permettent à la fois la dignité et l'égalité des chances. Et j'ai proposé, en matière d'immigration, que l'on puisse mettre en place un titre de séjour unique, avec des droits progressifs qui nous sortent de la complexité actuelle, où vous avez des titres de séjour de 6 mois, d'1 an, 3 ans, qui en permanence constituent un véritable parcours du combattant. Et de la même façon, pour ceux qui sont illégaux dans notre pays, que nous ayons le courage de regarder en face cette réalité. Et puisqu'ils sont pour un certain nombre de mois, voire d'années dans notre pays, avant que sur le plan judiciaire, une décision soit prise, qu'on ait le courage de les recenser et de les accompagner dans leur parcours. Je crois qu'il y a, de ce point de vue-là, une vérité, une réalité que nous refusons de voir. Donc oui, que la France soit fidèle à sa vocation, qu'elle soit ferme dans l'attitude qui est la sienne et dans les messages qu'elle adresse, notamment concernant les illégaux, mais qu'elle soit digne dans la politique qu'elle met en œuvre. Eh bien, merci Pierre-Yves Madinier d'avoir été avec nous. On va marquer une pause et après, il y aura une nouvelle séquence. Qui êtes-vous ? Bah oui, parce qu'on ne vous connaît pas encore complètement. Vous connaissez la réponse de Jacques Chirac à cette question. Merci.